Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un vidéocast spécial YouTube et ce vidéocast est consacré au phénomène des tulpas et notamment à notre capacité de créer la réalité et de modifier physiquement la réalité, de matérialiser certaines entités dans cette réalité. Et ce podcast va faire le lien entre certains aspects de la cryptozoologie, mais encore une fois, pas tous, et le phénomène des tulpas. Et avant de continuer, je voulais vous rappeler que j'organise un webinaire, une conférence web, le vendredi 19 janvier de 19h à 23h et que ce webinaire est consacré au projet Bluebeam. Et c'est un webinaire de 4 heures. C'est une première pour moi où vraiment je vais donner des informations nouvelles et je vais aller encore plus loin que je n'ai jamais été à propos du thème du projet Bluebeam. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, le lien pour vous y inscrire est juste en dessous de ce podcast. Et sachez que c'est un webinaire qui est à un tout petit prix. Donc, je voulais également vous dire que j'organise une conférence en présentiel à Paris 14e le samedi 3 février 2024. Et cette conférence en présentiel sera consacrée à ce qu'on peut appeler la fausse lumière. Qu'est-ce que la fausse lumière? Comment nous influence-t-elle? Comment influence-t-elle les phénomènes paranormaux? Comment influence-t-elle les contacts? Et quel est le lien de cette fausse lumière avec les entités sans âme? Donc là encore, c'est une conférence en présentiel qui aura lieu à Paris 14e, une conférence inédite et qui dure 6 heures, donc de 12 heures à 18 heures. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour vous y inscrire. Là encore, le prix est vraiment très raisonnable et c'est une conférence inédite. Et je viens de donner une conférence donc à Paris le 6 janvier et le public est vraiment sympa, beaucoup de rencontres sympathiques, beaucoup de personnes très sympathiques. Donc si vous voulez passer une après-midi super sympa d'échanges, d'informations nouvelles, n'hésitez pas à vous y inscrire. De toute manière, on mettra le lien pour vous inscrire au webinaire, à la conférence web et pour vous inscrire à notre conférence en présentiel juste en dessous de ce podcast. Alors sachez également que ce podcast est disponible sur notre chaîne Odyssée et donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aussi sur notre chaîne Odyssée. Vous retrouverez les mêmes podcasts que sur YouTube, quelques podcasts aussi de notre site www.au-delà-de-l'illusion.fr. Donc, n'hésitez pas. Et sans plus attendre, nous allons commencer le vidéocast. Alors, il y a quelques années, j'avais fait sur YouTube un vidéocast sur le phénomène de Slenderman. Et le phénomène de Slenderman, c'est vraiment typique de ce qu'on peut appeler des tulpas. Les tulpas, c'est quoi? C'est basiquement quand une croyance, une forme pensée se matérialise et quand une forme pensée prend vie. Une forme pensée, c'est quoi? C'est de l'énergie issue d'une croyance qui va prendre sa vie propre et qui, dans certaines circonstances, va se matérialiser et va donner naissance à une entité indépendante de son ou de ses créateurs. Cette entité indépendante de son ou de ses créateurs va, d'une manière ou d'une autre, agir au début de manière autonome, puis va être reprise par la conscience collective synthétique des entités sans âme. Et ce qu'on peut dire, c'est que les tulpas, c'est une réalité qui est fondamentale
à comprendre si l'on veut comprendre comment fonctionne la cryptozoologie, si on veut comprendre aussi la nature de cette réalité, en tout cas si l'on veut comprendre comment fonctionnent certaines branches de la cryptozoologie, parce que les tulpas n'expliquent pas toute la cryptozoologie, bien évidemment, comme ils n'expliquent pas toutes les hantises. Mais disons que ça explique une partie de la cryptozoologie, une partie des hantises, comme on va le voir un petit peu plus loin. Donc tout d'abord, je vais donner quelques exemples de tulpas. Nous sommes au XXe siècle, au début du XXe siècle, et Alexandra David-Néel, une exploratrice franco-belge de Digne-les-Bains, première femme donc à rentrer au Tibet, était en expédition au Tibet. Plus qu'une expédition, elle vivait au Tibet puisqu'elle a passé plusieurs séjours de plusieurs années au Tibet dans sa longue vie, puisqu'elle est morte à plus de 100 ans. Et elle suivait basiquement des enseignements de la part de moines bouddhistes. Et elle s'ennuyait un petit peu par moment quand elle était là-bas, donc elle voulait se créer une compagnie. Et donc, les moines bouddhistes lui avaient enseigné comment créer un tulpa, ou comment créer une forme pensée qui se matérialise et qui prend une vie propre. Donc, Alexandra David-Néel s'est dit, pourquoi ne pas essayer? Donc, elle a suivi tout le protocole enseigné par les moines bouddhistes et elle a fini par se créer un tulpa. Le tulpa était au départ un moine bouddhiste, jovial, relativement gros et très sympathique, et elle a réussi à matérialiser son tulpa, au point que des gens qui venaient la voir voyaient le tulpa, au point qu'elle interagissait littéralement avec son tulpa. C'est un truc de fou. Elle a réussi à le matérialiser et à lui donner une forme physique ou quasi physique. Et au bout d'un certain temps, le tulpa a échappé au contrôle de sa créatrice, donc au contrôle d'Alexandra David-Néel, et il est devenu extrêmement mince, extrêmement hostile et extrêmement méchant. Quand elle invitait des gens chez elle, le tulpa qui avait changé d'aspect commençait à pousser les gens et tout ça. Donc Alexandra David-Néel a mis fin à cette expérience. Mais son expérience prouve que des entités peuvent se matérialiser. Et dans les années 70, il y a des parapsychologues canadiens. Des parapsychologues, c'est des scientifiques qui étudient les phénomènes paranormaux, qui ne sont pas paranormaux, mais qui font partie de cette réalité, puisque cette réalité fonctionne comme une simulation informatique. Et basiquement, ces scientifiques se sont dit, on pourrait créer un fantôme, on pourrait créer une apparition, on pourrait créer un esprit. Donc, ces scientifiques, tout à fait sérieux d'une université canadienne, je ne sais plus laquelle, peu importe, se sont concentrés sur la biographie d'un personnage tout à fait fictif qui s'appelait Philippe le fantôme. Donc ce personnage vivait en Angleterre au XVIIe siècle. C'était un noble qui s'est ensuite enfui avec une gitane. Et dans cette biographie tout à fait fictive, la famille de Philippe était mécontent qu'il soit enfui avec la gitane et ils ont fait brûler, exécuter la gitane et Philippe a fini par se suicider. Donc ils sont allés vraiment très loin. Ces scientifiques se réunissaient plusieurs fois par jour pour parler de leur personnage, pour donner vie à leur personnage. Ils se concentraient sur leur personnage. Vraiment, c'était le sujet de toute leur conversation. Pendant quelques mois, rien ne se passe et un jour, ces scientifiques ont essayé de communiquer par des tables de Ouija, par des tables tournantes
avec leur fantôme et leur fantôme a commencé à communiquer avec eux, donc à déplacer des objets, à faire bouger des tables. Certains scientifiques l'auraient même aperçu. En tout état de cause, il y avait des appareils de mesure qui mesuraient des modifications de l'atmosphère pendant que cette apparition se manifestait. Et cette apparition leur donnait des informations, discutait avec eux, et tout cela. Et ça a été vraiment validé scientifiquement. Ce qui ne se dit pas, c'est que ces scientifiques ont refait plusieurs expériences à propos de création d'entités imaginaires et que ces expériences ont été un succès et que des appareils de mesure mesuraient les entités que créaient ces scientifiques. J'ai connu il y a quelques années une dame extrêmement âgée qui était une ancienne médecin et qui m'avait expliqué que sa mère était une médium qui matérialisait des ectoplasmes. Et sa mère arrivait à matérialiser des personnages littéralement. Et ces personnages ont été photographiés, ont été filmés par des scientifiques indépendants. Il y avait même la SPR, donc la Société de recherche psychique de Grande-Bretagne, qui s'était intéressée à elle et tout ça. Donc, c'était une personne qui arrivait à matérialiser par sa pensée des personnages. Donc, ça, c'est des exemples typiques de tulpa. Le cryptozoologue anglais Richard Freeman a aussi matérialisé un tulpa d'une araignée géante. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et il a arrêté son expérience parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une araignée géante qui marchait sur son mur suite à ses expériences, qu'il avait fait plus ou moins en rigolant. Simplement, il avait donné tellement d'énergie à son personnage qu'il a fini par le matérialiser. Donc, il y a énormément d'exemples de tulpas, et les tulpas peuvent expliquer certains cas de hantise, mais pas tous, parce que les hantises, comme on l'a dit dans le dernier podcast, sont des phénomènes multifactoriels. Et ces phénomènes multifactoriels sont essentiellement liés sont essentiellement liés à ce qu'on peut appeler des âmes errantes, mais aussi des entités sans âme qui se font passer pour des âmes errantes. Et il y a beaucoup de fantômes qui ne sont pas du tout des fantômes, mais qui sont liés à des phénomènes de glissement du temps et des phénomènes de glissement dans des timelines alternatives. Mais il y a certaines apparitions de fantômes qui sont des tulpas, qui sont littéralement des croyances qui se matérialisent. Par exemple, le personnage de Sherlock Holmes n'a jamais existé. Le personnage de Sherlock Holmes, c'est une invention de Arthur Conan Doyle. Et sa maison, totalement fictive, du reste, Conan Doyle avait choisi cette adresse pour diverses raisons à Baker Street, peut ou pouvait en tout cas se visiter. Je ne sais pas si on peut encore la visiter, mais ce qui est impressionnant, c'est que tout le décor des romans de Sherlock Holmes a été reconstitué, mais le personnage n'a jamais existé. Or, des personnes dignes de foi disent avoir aperçu le fantôme de Sherlock Holmes autour de Baker Street et dans sa maison. Or, encore une fois, Sherlock Holmes n'a jamais existé, mais il y a une telle croyance en ce personnage. Beaucoup de personnes pensent que ce personnage est réel. Et Conan Doyle, qui était d'ailleurs extrêmement branché sur tout ce qui est entité non humaine, sur tout ce qui est phénomènes paranormaux, avait tellement mis d'énergie dans son personnage de Sherlock Holmes que la forme pensée liée à Sherlock Holmes s'est matérialisée, mais matérialisée au point de modifier la réalité physique, au point que certaines personnes
puisse littéralement le voir, donc au point qu'il se matérialise de manière physique ou quasi physique. De même, le personnage de Quasimodo du roman Notre-Dame de Paris n'a jamais existé en dehors de l'imagination de Victor Hugo. Pourtant, des personnes dignes de foi aperçoivent sa silhouette en train d'escalader la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pourtant, Quasimodo n'a pas existé. Mais encore une fois, le roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, c'est un roman qui a eu un tel impact au niveau mondial. C'est un roman qui est associé à Notre-Dame, qui est un haut lieu tellurique, donc qui est associé à certaines énergies, que les personnages ont fini par se matérialiser et à prendre une vie propre. D'ailleurs, comme je l'ai dit dans de nombreux podcasts, même le roman Notre-Dame de Victor Hugo, qui est un énorme morceau de programmation prédictive, qui l'a inspiré. Est-ce que l'inspiration vient de Victor Hugo? Est-ce que ça vient de phénomènes de pensée intrusives? Est-ce que ça vient même directement d'entités, puisque Victor Hugo était féru de spiritisme et tout cela. Donc, ça, c'est extrêmement important. Toujours est-il que le roman Notre-Dame de Paris a eu un tel impact que beaucoup de personnes ont cru que le roman était vrai et ces croyances se sont matérialisées. Des gens dignes de foi aperçoivent le fantôme de Quasimodo, qui encore une fois n'a jamais existé. De même, dans les parcs Disneyland, notamment Disneyland Paris, mais dans d'autres parcs Disneyland, il y a des personnes qui ont photographié des fantômes authentiques dans la maison hantée. Autrement dit, des apparitions ont été vues et même photographiées dans le parc Disneyland Paris et dans d'autres Disneyland. Donc, ça, or, la maison hantée de Disneyland est tout sauf hantée. Donc ça montre que les croyances des gens et les énergies de peur associées à cette maison peuvent se matérialiser et prendre une vie propre, au point d'être photographiées, au point de devenir quasiment physique, quasiment matériel. En plus, quand on sait qu'il y a toute une onde de forme derrière la construction des parcs Euro Disneyland, quand on sait que les parcs Euro Disneyland sont également des lieux où certains vortex sont ouverts, on se rend compte vraiment, les parcs Disneyland en général, que ça renforce la capacité de création de tulpas. Et on rentre dans des phénomènes comme l'effet Balzac. Et Balzac, par exemple, discutait littéralement avec ces personnages. Ces personnages apparaissaient devant lui et il discutait avec eux. Pourquoi? Parce qu'il mettait tellement d'énergie, tellement de cœur dans ces personnages qu'ils se matérialisaient. De même, Charles Dickens, par exemple, il y avait ce même phénomène avec Charles Dickens. Il était tellement lié à ces personnages que selon certains de ses proches et selon certains auteurs qui sont spécialisés dans l'œuvre de Dickens, il arrivait à parler avec ces personnages, ce qui explique que des personnages comme David Copperfield, Oliver Twist et Betsy Trotwood et d'autres soient des personnages extrêmement travaillés, qui, quand on lit ces personnages, on les ressent comme étant réels alors qu'ils n'ont jamais existé. C'est parce que Dickens mettait tellement d'énergie dans ces personnages qu'il arrivait, selon certains chercheurs, à les matérialiser. Là, c'est pareil. Il y a un personnage de Charles Dickens dans le roman Oliver Twist qui s'appelle Nancy. Nancy, c'était une voleuse qui avait été assassinée par son compagnon dans le roman Oliver Twist. Or, le personnage de Nancy n'a jamais existé. Il est totalement issu de l'imaginaire de Charles Dickens. Et un peu comme Conan Doyle, Dickens
Dickens choisissait certains lieux où se déroulaient ses romans, mais rien ne se déroulait dans les lieux choisis par Dickens. C'était lui qui les choisissait parce qu'il y avait l'ambiance de ses romans. Et en Angleterre, il y a un endroit qui s'appelle Nancy's Steps où elle aurait été assassinée par son compagnon. Et des personnes, encore une fois, dignes de foi, disent avoir aperçu le fantôme de Nancy qui pourtant n'existait pas. Donc on a des exemples typiques de création de tulpas, de création de formes pensées. Et cette réalité qui fonctionne comme une simulation vibre à un niveau tellement bas, elle est tellement dense que ça favorise la création de ces formes pensées qui ensuite prennent une vie propre. Et comme on le voit dans le cas d'Alexandra David-Néel, peuvent très souvent se retourner contre leur créateur. Pourquoi? Parce que ces formes pensées n'ont pas de connexion divine et elles sont d'une manière ou d'une autre reprises par la conscience collective, synthétique des entités sans âme. Donc, le concept de tulpa est extrêmement important à comprendre. Donc ça, c'est fondamental pour comprendre certains cas de hantise, c'est de comprendre la notion de tulpa. J'ai parlé par exemple à un philosophe français qui s'appelle Rudolf Palangda, donc qui a écrit plusieurs livres sur basiquement l'histoire de l'humanité et tout cela, extrêmement intéressant. Et ce philosophe m'a expliqué que chaque fois qu'on imagine un personnage, ce personnage prend vie dans le monde des idées. Et sous certaines conditions, le monde des idées peut se matérialiser, peut devenir physique et peut littéralement interagir avec notre réalité. Parce que selon ce philosophe, le monde des idées est aussi réel que notre monde, mais il vibre à un niveau différent. Toutes les pensées se matérialisent dans ce monde des idées et parfois elles peuvent se matérialiser dans notre réalité. C'est ce que les penseurs appelaient le monde imaginal. Quelque part, le monde astral, c'est le monde des entités de la fausse lumière, des entités sans âme qui se font passer pour des êtres de lumière, pour des guides spirituels et tout cela. Et c'est de ce monde astral du bas astral, que les entités sans âme manipulent l'humanité. C'est depuis le bas astral que les entités sans âme peuvent manipuler littéralement l'humanité. Donc ça c'est clair, mais dans le monde astral, il y a aussi la matérialisation de toutes nos croyances, la matérialisation de toutes nos pensées, elles prennent vie dans le monde astral et sous certaines conditions, elles peuvent se matérialiser dans notre réalité et prendre une vie propre, d'où le concept de tulpa. D'ailleurs, ces croyances qui se matérialisent, c'est utilisé par les entités sans âme pour manipuler les cycles d'incarnation et de réincarnation. Parce que selon les personnes qui ont vécu des NDE et selon les médiums qui sont en contact avec des décédés authentiques, le monde des morts a une vibration différente de cette réalité. Donc les choses se matérialisent immédiatement dans l'au-delà. Les croyances se matérialisent immédiatement dans l'au-delà. Et les entités sans âme utilisent nos croyances dans l'au-delà pour manipuler les cycles d'incarnation et de réincarnation. Pour bien comprendre ce processus, je vous invite à voir mon podcast sur la réincarnation qui est disponible sur la chaîne Odyssée. Donc en tout état de cause, les cycles d'incarnation et réincarnation
les entités sans âme leurrent les humains à consentir à telle ou telle incarnation lors des cycles d'incarnation-réincarnation par l'intermédiaire des croyances. Les entités sans âme utilisent ces croyances pour manipuler. Pourquoi? Parce que dans l'au-delà, la manipulation des entités sans âme se poursuit. C'est la manipulation qui se poursuit puisque cette réalité et l'au-delà font partie du système de contrôle des entités sans âme. Elles font partie de la fausse création. Donc dans l'au-delà, bien évidemment, les entités sans âme continuent à manipuler. Donc ça, c'est une chose extrêmement importante à comprendre, que les entités, que toutes nos croyances se matérialisent dans ce monde des idées et peuvent, sous certaines conditions, se matérialiser dans cette réalité physique. Et on en vient au lien entre cryptozoologie et tulpa. Donc, tout d'abord, comme on l'a dit dans notre podcast sur la cryptozoologie, il y a certains cryptides, certains animaux inconnus qui correspondent à des espèces d'animaux qui n'ont pas été découvertes, tout simplement. On peut penser au Mokele Mbembe, on peut penser à certaines apparitions du monstre du Loch Ness, à certaines apparitions de monstres marins. On peut penser aussi à certaines apparitions de ptérodactyles qui correspondent tout simplement à des espèces animales inconnues, puisqu'il y a énormément d'espèces animales inconnues. Et quelques cryptozoologues de pointe commencent à montrer que ces espèces animales inconnues existent bel et bien et qu'elles font partie de notre réalité. Après, il y a certaines apparitions de cryptides qui correspondent à des humanités parallèles. Je pense notamment à certaines apparitions de Bigfoot, certaines apparitions de Bretour, certaines apparitions d'orang pendek, certaines apparitions de fées, de lutins, et tout ça, c'est tout simplement des humanités parallèles qui sont tombées en même temps que nous dans la fausse création. Là aussi, ces cryptides, ces êtres inconnus font partie de notre réalité. Et d'ailleurs, beaucoup de témoins de Bigfoot ne parlent pas d'animal, mais d'hommes sauvages. Et ça, c'est un énorme tabou dans cette recherche de Bigfoot. Ensuite, certaines créatures sont liées à des expérimentations menées par les entités sans âme, notamment des expérimentations génétiques. C'est le cas de certaines apparitions de Dogman, c'est le cas de certaines apparitions de Chupacabra et tout ça. C'est très clairement lié à des activités d'entités sans âme, à des expérimentations génétiques. D'autres cryptides sont encore des créatures qui viennent d'autres dimensions, d'autres timelines, qui tout simplement passent dans notre dimension via des vortex naturels ou artificiels. Par exemple, le monstre du Loch Ness est lié à certains vortex qui ont été ouverts par Aleister Crowley quand il habitait sur les bords du Loch au Boleskine House. D'autres apparitions de monstres du Loch Ness sont liées à des créatures totalement inconnues qui habitent dans le Loch ou qui viennent séjourner dans le Loch puisque le Loch semble communiquer avec la mer par des galeries, par des tunnels. D'autres apparitions du monstre du Loch Ness sont des tulpas, comme d'autres cryptides sont des tulpas. Ce sont littéralement des croyances qui se matérialisent et qui prennent une vie propre. Et je vais donner des exemples très précis. Marie de l'Aix, par exemple. Marie de l'Aix, c'était au XIXe siècle une jeune Suisse de 5 ans. Et cette jeune Suisse de 5 ans s'est faite enlever par un aigle de grande taille qui l'a transportée sur 2 kilomètres. Elle a été ensuite retrouvée morte malheureusement. Il y a le même genre de cas
en Norvège. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi les cryptides, il y a des oiseaux inconnus. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. C'est ce que les Amérindiens appelaient les oiseaux tonnerres, qui sont signalés très fréquemment aux États-Unis, mais aussi en Europe. Par exemple, des personnes ont signalé aux États-Unis des oiseaux de plus de 6 mètres d'envergure. Alors, ça correspondrait à certains oiseaux préhistoriques qui auraient survécu jusqu'à notre époque. Des ornithologues, des cryptozoologues ont travaillé dessus et les descriptions correspondent à certains oiseaux préhistoriques. Donc, et il y a aussi des apparitions de ptérodactyles qui, eux, ne sont pas des oiseaux mais des reptiles volants qui sont des créatures tout à fait réelles que plusieurs experts ont authentifié. Donc ça, c'est très important à dire. Mais dans le cas de Marie de l'Aix, les témoins, qui étaient des montagnards, sont formels. Ils ne parlent pas de créatures inconnues, ils parlent d'un aigle normal qui aurait enlevé une enfant de 5 ans. Or, cela est scientifiquement impossible. C'est absolument impossible, puisque les aigles peuvent au maximum porter 4 ou 5 kilos. Pourtant, le cas a été authentifié par des scientifiques. Plusieurs personnes ont été témoins de cela. Et ces gens-là, qui sont des montagnards, qui sont habitués à la région, décrivaient un aigle royal. Comment cette impossibilité peut être possible? Elle peut être possible si l'on pense au tulpa. Pourquoi? Parce que dans la mythologie, les aigles sont censés enlever les humains. Même les gens disaient, surtout au XIXe siècle, de faire aux enfants de faire attention parce que les aigles pouvaient les enlever, ce qui était absolument faux. Mais pourtant, il y a le cas de Marie de l'Aix. Et là, et ça c'est une hypothèse de ma part, ce cas, cette croyance s'est matérialisée. Cette croyance a pris une vie propre et un tulpa s'est formé, un tulpa d'aigle qui a enlevé cette jeune fille. Il y a le même cas du reste en Norvège, où là, la personne a eu plus de chance puisqu'elle s'en est sortie. Donc c'est quelque chose qui va extrêmement loin. Et il y a des créatures tout à fait fictives, des créatures qui sont issues de l'imagination, qui pourtant se matérialisent et sont aperçus, parfois même photographiés, par des témoins dignes de foi. Parfois, des gens sont attaqués par ces créatures. C'est le cas de Slenderman. Le personnage de Slenderman, c'est un personnage qui n'a jamais existé. C'est un personnage totalement fictif qui a été inventé par un certain Eric Knudsen pour un forum. Et il s'est développé une mythologie autour de Slenderman. Quand Eric Knudsen a parlé de son personnage, d'autres personnes ont commencé à inventer des histoires de Slenderman. Je dis bien inventer des histoires de Slenderman qui ont été postées sur des forums. Et ces histoires ont fait qu'il y a eu toute une mythologie qui s'est créée autour du personnage de Slenderman. Mais ça restait des histoires. Jusqu'à ce que, quelques années plus tard, donc Slenderman a été inventé en 2008-2009, autour de 2012-2013, des personnes, et c'est là où ça devient intéressant, dignes de foi, qui ne connaissaient pas Slenderman, je répète bien, qui ne connaissaient pas Slenderman, commencent à voir des apparitions de type Slenderman. Et ces apparitions de type Slenderman, décrites par des témoins sérieux, ont été recherchées par un cryptozoologue américain de renom, Lon Strickler, qui les a authentifiées. Il a même écrit un livre
The Meme Humanoids, où il détaille toutes ces apparitions de créatures de type Slenderman. Et ces créatures de type Slenderman sont des créatures qui sont extrêmement longues, avec des bras extrêmement longs, comme cela essentiellement, extrêmement grandes, parfois avec des tentacules à la place des bras. Tom Lyons, un chercheur américain, a même découvert des témoins qui parlaient d'enlèvements par des créatures de type Slenderman. Mais ces enlèvements datent des années 90, donc bien avant la création même du personnage de Slenderman. Donc là, ça va ouvrir énormément de questions et on va y revenir. Mais toujours est-il que des personnages comme Slenderman sont aperçus et même parfois photographiés. Et selon Stryckler, certaines photographies d'entités de type Slenderman et de type Rake ont été prises et ont été du reste authentifiées. Donc ça c'est quelque chose qui va très loin. Le Rake ou le rampant blanc, c'est ce genre de créature qui ressemble un petit peu à Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Pareil, cette créature est issue de forums Internet, puis progressivement, ces forums Internet fictifs ont généré toute une mythologie autour de ces personnages et des gens qui ne connaissaient pas ces forums ont même aperçu des créatures de type Rake. Virgile Candeille, par exemple, recense des apparitions de ces créatures en France. Donc c'est un phénomène mondial. Et beaucoup des personnes qui voient ces créatures ne connaissent pas les forums consacrés au Rake ou rampant blanc. Donc c'est quelque chose qui va extrêmement loin, c'est quelque chose qui va très, très loin, c'est quelque chose qui montre qu'il y a un phénomène paranormal qui se passe. Stryckler a enquêté et s'est même rendu compte qu'il y avait des personnes qui avaient été attaquées par ces entités de type Rake ou rampant blanc, des personnes attaquées par ces entités. Donc c'est quelque chose de totalement fou. Pourtant, Stryckler en parle. Et des personnes ont témoigné avoir été attaquées par des entités de type rampant. Or, ces entités, à la base, n'existaient que sur des forums Internet. Mais là, des témoins dignes de foi décrivent des interactions avec ces créatures. Ils décrivent des créatures absolument physiques, matérielles. Ils décrivent des créatures extrêmement agressives, capables d'enlever des personnes ou d'attaquer des personnes, donc bien des créatures physiques et matérielles. Donc, comment cela est possible? Alors déjà, Slenderman et le Rake ou rampant blanc, c'est des croyances sur Internet. Or, les entités sans âme utilisent nos croyances et nos désirs pour nous manipuler, puisqu'elles sont capables de leurrer les humains. Par exemple, elles peuvent prendre la forme de personnages religieux, de soi-disant frères de l'espace. Donc on peut penser que dans certains cas, les personnes qui ont vu des entités de type rampant blanc ou des entités de type Slenderman ont en réalité vu des entités sans âme se faisant passer pour Slenderman ou pour des rampants blancs, parce qu'elles utilisent nos croyances pour nous manipuler, parce qu'elles jouent avec l'humanité. Et ce concept de jeu a d'ailleurs été évoqué dès les années 1910-1920 par Charles Fort, par aussi des gens comme John Keel et Jacques Vallée. Donc ce concept de jeu, c'est quelque chose que beaucoup d'ufologues
de l'ancienne génération, voire de la très ancienne génération comme Charles Fort, ont saisi ces entités, jouent avec nous, elles nous manipulent par nos croyances. Mais ce qui est fondamental aussi à comprendre, c'est qu'il y a cette notion de tulpa, cette notion de matérialisation de croyances. Et on peut penser que les croyances dans le Reik ou Rampant Blanc et dans Slenderman étaient tellement fortes, l'énergie de peur autour de ces mythologies était tellement forte qu'elles ont fini par se matérialiser dans notre réalité pour former des tulpas. Et les tulpas peuvent être de nature totalement physique. D'ailleurs, des médiums qui matérialisent des ectoplasmes qui sont des tulpas ont fait examiner les ectoplasmes au XIXe siècle par des médecins. Et ces ectoplasmes fonctionnaient tout à fait comme des humains normaux. Donc c'est un truc de fou, mais les tulpas peuvent prendre une forme physique, une forme totalement matérielle, aussi matérielle que la table sur laquelle est posé l'ordinateur. Donc, beaucoup de ces rencontres peuvent s'expliquer par la formation de tulpas. Et ce qui est intéressant, c'est que des chercheurs comme Nick Redfern sont allés rechercher dans la littérature du XVIIe, XVIIIe siècle s'il y avait des entités de type Slenderman. Or, ils en ont trouvé, mais des chercheurs comme Charles Fort, comme John Keel, qui eux aussi allaient chercher toute la littérature ancienne, tous les témoignages très anciens de phénomènes paranormaux, n'en ont jamais trouvé. Pourtant, les témoignages anciens sont les mêmes, mais Nick Redfern en trouve, donc lui il a fait ses recherches dans les années 2015, 2016, 2017, et lui, il en trouve. Donc c'est comme si ces tulpas étaient indépendants du temps, comme si ces tulpas, une fois qu'ils étaient créés, pouvaient se manifester à n'importe quel moment du temps et modifier notre passé. C'est le phénomène de rétrocausalité, d'action du futur sur le passé. La rétrocausalité qui commence d'ailleurs à être étudiée par certains psychologues de pointe qui étudient les synchronicités, les choses comme ça, et les prophéties, et tout ça. Et Eric Vargo, par exemple, il commence à prendre en compte cette notion de rétrocausalité, d'action du futur sur le passé. Et c'est logique quand on sait que cette création fonctionne comme une simulation et que le temps est issu de la technologie des entités sans âme, c'est logique que passé, présent et futur tels qu'on les perçoit n'existent pas. Donc c'est logique quelque part que les tulpas soient indépendants du temps. De même, les entités sans âme peuvent modifier le passé pour renforcer aussi cette croyance, puisqu'elle joue avec nos croyances. Mais c'est vraiment intéressant, ça montre que d'une manière ou d'une autre, les tulpas transcendent littéralement l'espace et le temps et sont au-delà du temps. Donc ça montre que les tulpas sont repris d'une manière ou d'une autre par les entités sans âme, par la conscience collective synthétique des entités sans âme, ce qui explique qu'ils deviennent très hostiles, voire le cas d'Alexandra David-Néel. Et ensuite, avec des tulpas de type rampant blanc ou rake et avec des tulpas de type Slenderman, il faut bien comprendre que ces entités sont issues d'Internet, sont issues de forums d'Internet. Or, à chaque fois qu'on tape quelque chose sur Internet, particulièrement dans des forums, sur les réseaux sociaux, etc., et on sait tous d'où viennent les réseaux sociaux et tout ça, quelque part, on nourrit les intelligences artificielles et on génère le monde des intelligences artificielles. Et les mondes des intelligences artificielles sont des mondes qui sont issus des technologies Internet,
qui possèdent leurs propres lois de la physique, qui possèdent leurs propres créatures, qui sont issues de tout ce qui a été tapé sur Internet et qui ont leurs propres règles de la physique, entre guillemets, et leurs propres créatures. Et les créatures de ces mondes artificiels, de ces mondes virtuels, peuvent, sous certaines conditions, se matérialiser dans notre réalité. Et ça peut expliquer certaines apparitions d'entités de type rampant blanc et d'entités de type Slenderman. Et ces mondes des intelligences artificielles, ces mondes parallèles sont contrôlés de A jusqu'à Z par les entités sans âme. Et on peut même dire que la technologie Internet a été fournie par les entités sans âme pour que l'humanité génère sa propre prison en générant ces mondes des intelligences artificielles. C'est pour cela que l'utilisation d'Internet doit être faite de manière intelligente pour transmettre une information, pour rechercher une information ou pour parler à quelqu'un qui est loin, qui est à l'autre bout du monde, mais pas utiliser à tort et à travers comme beaucoup le font pour dire par exemple ce qu'ils ont mangé à leur voisin alors qu'il pourrait frapper à sa porte et lui dire enfin bon, ça c'est une autre histoire. Mais donc, pour résumer, certaines entités inconnues comme les Rake ou rampants blancs ou comme les entités de type Slenderman sont des tulpas, des matérialisations de croyances. D'autres sont issus d'entités sans âme qui utilisent nos croyances pour nous manipuler et donc qui prennent la forme de ces entités en utilisant nos croyances, puisque les entités sans âme modifient leur apparence en fonction de nos croyances pour nous manipuler via les croyances. Et là, ça ouvre énormément de débats. Quel est le but final des entités sans âme? Quelle est la nature du jeu des entités sans âme? Parce qu'elles jouent avec nous à la manière d'un chat qui joue avec une souris, un jeu absolument abominable, absolument affreux pour drainer notre énergie psychique. Ça, c'est encore une autre histoire. Et puis, d'autres entités de type Slenderman sont issues des mondes des intelligences artificielles, de ces mondes virtuels qui sont issus de technologies de type Internet et qui sont devenus des mondes parallèles, peuplés de leurs propres entités qui, sous certaines conditions, peuvent se matérialiser dans notre réalité. Et on peut se demander d'où viennent les voyages astraux. Certains voyages astraux sont clairement des gens qui arrivent à voyager dans l'astral, c'est-à-dire le monde de la fausse lumière, le monde des entités de la fausse lumière. Mais il y a une augmentation des voyages astraux récemment et on peut se demander si beaucoup de ces voyages astraux ne sont pas liés à des voyages non pas dans l'astral, dans les mondes de la fausse lumière, mais dans les mondes des intelligences artificielles. Et là, il y a toute une connexion avec les nanotechnologies, etc. Un débat sur lequel je suis déjà beaucoup revenu dans d'autres podcasts, notamment sur mon site Au-delà de l'illusion. En tout état de cause, les tulpas peuvent être aussi utilisés pour qu'on crée des réalités parallèles, pour qu'on crée des réalités alternatives. Par exemple, Joseph Farrell a expliqué comment pendant très longtemps, il se rappelait d'avoir vu une émission où Michael Douglas parlait de son père, Kirk Douglas, qui venait de décéder. Donc pendant très longtemps, cette émission datait du début des années 2000. Donc pendant très longtemps, Joseph Farrell, donc
un chercheur en histoire alternative pensait que Kirk Douglas était décédé au début des années 2000. Et puis après, en 2012 ou 2013 ou 2014, peu importe, il voit une autre émission de télévision et il se rend compte que Kirk Douglas était bien vivant. D'ailleurs, Kirk Douglas est décédé en 2020 à plus de 100 ans. Donc, pendant longtemps, il croyait que Kirk Douglas était décédé au début des années 2000. Et il avait vu une émission qui annonçait le décès de Kirk Douglas avec un hommage rendu par son fils Michael Douglas. Heureusement, Kirk Douglas n'était pas décédé et est décédé qu'en 2020, mais en tout cas, pendant très longtemps, Joseph Farrell pensait qu'il était décédé. Et après, il s'est dit, j'ai dû imaginer cette émission et tout ça. Et il n'en a plus parlé jusqu'au jour où il rencontre une dame avec qui il se met à discuter. Et ils se mettent à parler d'acteurs. Et cette dame lui a dit que Kirk Douglas était décédé et qu'elle avait vu la même émission que lui. Et bien sûr, Farrell lui dit non, il n'est pas décédé, mais la dame avait les mêmes souvenirs de la même émission que lui. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose. Et puis après, d'autres personnes se rappellent d'avoir vu cette émission, et énormément de personnes. Donc, c'est très clair que quelque chose se passe. Or, quand les gens voient une information, ils créent une sorte de réalité parallèle, une sorte de timeline parallèle qui prend forme physique dans cette fausse création et qui est parallèle à la réalité consensuelle. Donc, dans ce cas-là, la timeline parallèle, c'est que Kirk Douglas est décédé au début des années 2000. La réalité consensuelle, c'est que Kirk Douglas a vécu jusqu'en 2020. Mais quand des gens voient une information comme ça, il y a deux réalités qui se créent, une réalité consensuelle et une réalité alternative. Et Farrell a creusé et il a compris qu'il y avait des technologies qui existaient qui permettaient à certaines personnes de voir une émission de télévision et à d'autres personnes de voir une autre émission de télévision. Ça, c'est tout à fait des technologies qui existent, qui sont même dans le mainstream. Donc, pourquoi cela? Pourquoi montrer une émission à certaines personnes et une autre émission à d'autres? Parce qu'il y a cette expérimentation avec les timelines et les dimensions parallèles. Donc tout cela, c'est lié au CERN, c'est lié à certaines technologies issues des entités sans âme. Donc ça implique que par notre pensée, que notre capacité créatrice est telle que non seulement on peut générer par nos croyances des tulpins, mais par nos croyances, on peut générer des réalités parallèles, des timelines parallèles qui existent. Et les entités sans âme utilisent nos croyances pour manipuler totalement la réalité. Elles utilisent nos croyances ou elles nous donnent des fausses croyances pour qu'on manipule totalement la réalité. J'ai parlé de ça dans d'autres podcasts. Je vais en parler dans un futur livre, donc je n'y reviendrai pas ici, mais il faut bien comprendre que les entités sans âme utilisent notre capacité de créer des tulpas pour totalement manipuler à leur avantage cette réalité. Et ce n'est pas
à l'avantage de l'humanité, c'est bien à l'avantage des entités sans âme, malheureusement. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et en ce moment, il y a beaucoup de deepfakes qui circulent sur Internet, c'est-à-dire de photos truquées par les intelligences artificielles qui montrent des créatures issues de mondes parallèles et tout cela. Or, vu que l'humain est capable de générer des tulpas, ces créatures issues de mondes parallèles peuvent se matérialiser et peuvent prendre une vie propre. Les mondes parallèles peuvent même prendre une vie propre par notre capacité de créer des tulpas. Et on peut se demander si ces deepfakes ne sont pas faits par les tireurs de ficelles pour justement expérimenter avec les mondes parallèles, avec la réalité elle-même. Donc on voit bien que ce concept de tulpa est extrêmement important pour comprendre la notion de hantise, pour comprendre une grande partie de la cryptozoologie, mais aussi pour comprendre comment fonctionne cette réalité. Donc, bien évidemment, c'est une enquête qui continue et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts. Au revoir, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.